Je vous propose de démarrer ce webinaire qui aura pour thème l'intelligence artificielle et c'est un grand spécialiste qui va venir nous en parler tout à l'heure, en la personne de Guy Faguerazzi, que vous connaissez sûrement, qui est déjà très impliqué dans le projet SFDT1. Donc, on est ravi de vous accueillir pour le 8e webinaire de ce projet. Donc, c'est un projet de recherche très original puisque les participants, les personnes vivant avec un diabète que vous représentez, messieurs, dames, vous participez à ce projet, ben, vous êtes des acteurs de ce projet puisque ça a été, comme vous le savez, co-construit avec vous. Et puis, on échange avec vous à travers ces webinaires, on vous donne des informations sur cette étude, on développe des thèmes environ tous les 6 mois ou tous les 3 mois selon les moments. Et on est ravis de le faire avec vous. C'est très précieux pour nous d'avoir ces échanges. Et on est content on est fiers de votre fidélité. Alors, je vous propose, on va présenter avec les coordonnateurs de ce projet, Emmanuel Cosson qui est ici présent et Guy Faguerazzi qui va plutôt parler, qui va plus spécifiquement parler de l'intelligence artificielle, d'animer ce webinaire. Alors, je vous propose, comme d'habitude, des petites généralités sur l'étude que maintenant vous commencez à bien connaître, hein. Peut-être qu'il y a des nouveaux participants parmi vous, et si c'est le cas, on vous souhaite vraiment la bienvenue sur ce projet SFDT1, suivi en France du diabète de type 1. C'est un projet qui a démarré, qui a commencé à être pensé en 2017. Le premier patient a été inclus en 2020 et le professeur Emmanuel Cosson va nous faire un point d'actualité tout à l'heure. Ce projet a été initié par une société savante du diabète qu'on appelle la Société francophone du diabète et le promoteur, c'est-à-dire le responsable réglementaire de ce projet, est assuré par une fondation qui s'appelle la Fondation francophone pour la recherche du diabète. Et c'est cette fondation qui assure que tout est fait dans les règles réglementaires selon la loi stricte des essais cliniques, des études cliniques, et c'est bien normal de protéger tout le monde. La diapositive suivante. Donc voilà les acteurs de ce magnifique projet. C'est les acteurs qui travaillent au quotidien, mais il y a des centaines d'autres personnes qui sont impliquées dans toute la France. Donc il y a le professeur Emmanuel Cosson, à qui je vais laisser la parole très rapidement, le docteur Guy Faguerazzi, qui est épidémiologiste au Luxembourg, et celle qui dirige toute cette aventure d'une main de maître, je dirais, Laura Sablone, qui travaille au quotidien en permanence, qui a fait développer ce projet et qui coordonne une équipe de choc qui est indiquée ici. Mathilde, que vous voyez, qui est parmi nous, qui est chef de projet et qui est particulièrement impliquée dans les webinaires. C'est elle qui les organise, qui les pense, qui articule les thèmes, etc. Et qui travaille main dans la main avec Maxime Brûlé et Maël Marquez, qui, avec Mathilde, mènent l'étude au quotidien. Donc, c'est vraiment une équipe de choc et j'en profite pour leur rendre hommage pour tout le travail qu'ils abattent. La diapositive suivante. Donc, quelques points clés du projet. Donc, en fait, c'est un projet très ambitieux qui a vocation à recruter 10 000 personnes vivant avec un diabète de type 1, dont 1300 enfants. Euh, il est prévu d'inclure donc des adultes et des enfants vivant avec un diabète de type 1, avec énormément de ressources d'information, mais en particulier l'accès à la base de données de la sécurité sociale, tout ceci sous le contrôle de la CNIL, pour être sûr que les choses soient faites dans le respect des personnes. Et donc, on a accès à énormément d'infos cliniques. Quand vous allez voir votre diabétologue, vous fournissez des informations importantes sur votre diabète, mais également on a des informations de la sécurité sociale sur la consommation de soins et les événements de santé. Tout ceci a vocation à durer un certain nombre d'années pour qu'on puisse mieux comprendre l'évolution du diabète de type 1. La diapositive suivante. Et donc, les données que je décrivais brièvement sont les suivantes: données médicales, des prélèvements, c'est des tubes qui sont mis au frigidaire de sang, qui sont vos prélèvements. L'idée, c'est d'identifier des marqueurs, des complications pour, pour dépister en amont éventuellement les gens qui vont faire des complications. Et on travaille actuellement sur l'identification de ces marqueurs-là pour voir ceux qui feront une complication, par exemple cardiaque, et ceux qui n'en feront pas. Vous répondez tous les mois et on vous en remercie vraiment. C'est très précieux au questionnaire qui permet d'avoir davantage d'informations sur votre quotidien. On a des données de certains capteurs de mesure continue du glucose. Comme j'en parlais, on a le système national de données de santé, la base de données de la sécurité sociale
Et enfin, en sixième point, ces webinaires, on en est au huitième épisode et à chaque fois, ça a été un gros succès. Et donc, c'est vraiment pour nous un point très très fort de ce projet que ces échanges que nous vivons tous les 3 à 4 mois. Le diapositive suivante. Et Manu, je te laisse la parole pour un point d'actualité de ce projet. Ouais, très bien. Bonsoir à tout le monde, bienvenue. Donc, pour vous donner un peu des news, bah, c'est que ça avance bien et que les recrutements continuent. On est à 5 476 participants, donc c'est vraiment excellent. Vous avez vu qu'on a dépassé donc, les 5 000 qui étaient la moitié. Il y a 80 centres qui sont ouverts en France et vous avez des petits logos pour voir leur localisation. En moyenne, pour les patients adultes, vous avez 40 ans en moyenne d'âge, à peu près 20 ans de durée de diabète. Et vous voyez qu'on commence à avoir une cohorte importante d'enfants qui sont inclus, puisqu'ils sont 571. Et puis Jean-Pierre vous racontait qu'il y avait donc ces questionnaires qu'on vous envoyait tous les mois. Et on vous remercie beaucoup pour votre taux de participation. On sait que c'est beaucoup de travail. Enfin, ça prend un peu de temps en tout cas. C'est tous les mois, c'est un peu répétitif éventuellement. Mais c'est très utile et on les utilise, ces questionnaires, pour des études. Et il y a beaucoup de perspectives pour des études futures autour de ces questionnaires. Et donc, c'est vraiment une très belle aventure qui avance très bien avec tous les centres qui sont impliqués. Et vous voyez aussi que la Guyane et la Guadeloupe sont ouvertes. Bientôt, on ouvrira sur d'autres territoires outre-marins. Mathilde, tu peux passer à la suivante. Donc là, je vous disais un peu pour les adultes, mais vous voyez en fait qu'il y a à peu près autant d'hommes que de femmes en adultes. Notre patient le plus âgé a 93 ans. Et puis sur les enfants, un petit peu plus aussi d'hommes, de garçons que de filles, 12 ans de moyenne d'âge, en sachant qu'on recrute à partir de l'âge de 6 ans. Et puis bah, le plus âgé, c'est bien sûr 17 ans, puisqu'à 18 ans, il retombe dans la population adulte, puisqu'on a prévu bien sûr des transferts pour continuer à suivre les enfants inclus au début. Donc aussi dans les nouvelles, il y aura des vidéos parce qu'en discutant avec nos patients qui participent à SFDT1, moi en discutant, on voit bien que tout le monde est intéressé, vous participez, vous répondez à des questionnaires, vous prenez du temps pour cette recherche. Et l'idée, c'était que vous puissiez avoir un retour sur les recherches qui sont réalisées. Et donc avec les auteurs des papiers, les chercheurs, en fait, on leur a demandé de faire des petites vidéos très courtes, assez simples. Il y a une version courte et une version longue souvent, pour vous raconter ce qui a été trouvé avec les données de recherche dans SFDT1. Donc bientôt, ça sera sur le site sfdt1.fr. Alors, première question, effectivement, il n'y en a que deux ce soir. Pour vous, qu'attendez-vous de l'intelligence Parfait. artificielle dans la santé et dans le diabète en particulier, puisque là, on tourne autour du diabète de type 1. Donc, vous pouvez bien sûr répondre plusieurs. M'aider dans la gestion quotidienne, l'équilibre du diabète, l'alimentation, la charge mentale, rendre les outils technologiques plus simples et accessibles, anticiper et prévenir les complications et les déséquilibres du diabète. Et puis, vous pouvez avoir d'autres idées. On vous invite à écrire dans le chat. Ouais, alors je vois que c'est la gestion du quotidien. Nous, on a vraiment la charge mentale du diabète. Ça, c'est vraiment le fardeau du diabète de tous les jours. On sait très bien que ça prend beaucoup de temps. Donc, si les machines et l'intelligence artificielle pouvaient aider, ça serait super. C'est peut-être le cas déjà. Les technologies qui soient toujours plus simples et accessibles. Vous êtes 55% à avoir répondu ça. Et puis, il y en a qui projettent, bien sûr, sur le futur. C'est finalement, qu'est-ce qu'on veut? C'est avoir un meilleur équilibre du diabète et moins de complications du diabète éventuellement, que ce taux de sucre, il augmente beaucoup. Et puis, quelques-uns enfin, une personne a répondu et ne se sentait pas trop concernée. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on peut fermer le questionnaire. Je profite de cette pause technique pour rappeler que Guy Fagherazzi est épidémiologiste. Il dirige un bâtiment au LIH, qui est un institut de recherche sur la santé au Luxembourg. C'est LIH, ça veut dire Luxembourg Institute of Health. Il dirige près d'une centaine de personnes. Donc, il a une énorme activité. Il est extrêmement dynamique dans la recherche sur le fait de mieux comprendre le diabète. Et il a des moyens extrêmement originaux et en pointe pour détecter des nouveaux déterminants de la santé des personnes vivant avec un diabète. Et il est particulièrement expert dans le domaine de l'intelligence artificielle. On est vraiment ravis
de l'écouter sur ce sujet. Merci Guy. Merci Jean-Pierre, merci Emmanuel, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et je suis vraiment extrêmement ravi de pouvoir vous présenter ce soir cette présentation autour de l'intelligence artificielle et le diabète de type 1. C'est un sujet qui nous passionne dans mon laboratoire de recherche et la collaboration qu'on a depuis de nombreuses années maintenant avec Jean-Pierre et Emmanuel dans le cadre de la cohorte SFDT1. C'est vraiment un terrain de jeu pour nous chercheurs qui est absolument incroyable. Et donc, je suis très, très content de pouvoir partager avec vous ces résultats, des informations que personne n'a jamais vues encore. Vous allez voir dans un instant. Il y a des choses qui viennent de sortir du four des chercheurs et que je veux vous présenter ce soir. Et donc, je voudrais commencer par le commencement. Le commencement, finalement, c'est de se dire que l'intelligence artificielle, ça ne doit pas faire peur. On en entend partout parler dans l'actualité, dans plein d'autres domaines que la santé. Et ça peut parfois faire peur quand on ne comprend pas bien ce que c'est. Donc l'objectif de cette présentation, c'est aussi un peu démystifier l'intelligence artificielle et de voir dans des exemples concrets comment c'est déjà dans le quotidien de certaines personnes qui vivent avec un diabète de type 1. Et la deuxième partie, ça sera plutôt pour voir comment on l'utilise dans un cadre de recherche clinique, de recherche médicale, pour mieux comprendre le diabète de type 1 et comment on va développer la médecine du futur en utilisant l'intelligence artificielle. Et pour faire cette présentation, j'ai choisi une analogie avec des vêtements, puisque finalement, ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle, c'est passer du prêt-à-porter, où c'est tout le monde qui a le même type de vêtements, et donc pour nous, le même traitement, les mêmes approches pour le diabète de type 1, à un costume sur mesure, où chaque personne, en fonction de ses caractéristiques, aura le meilleur traitement personnalisé. C'est vraiment à ça que sert l'intelligence artificielle aujourd'hui, et je vais vous raconter un peu comment ça fonctionne. Alors déjà, l'IA, c'est quoi? Parce qu'on en entend parler partout, l'IA, mais il y a plein de termes en fait qui tournent autour de ce concept d'intelligence artificielle. Mais pour faire simple, l'intelligence artificielle, finalement, c'est une machine qui reproduit des comportements qui sont liés aux humains. Ça peut être un raisonnement, ça peut être prendre une décision ou planifier quelque chose. C'est vraiment une machine qui reproduit un comportement. Ensuite, il y a d'autres termes comme le machine learning ou le deep learning. Vous avez certainement entendu parler de ces termes. Donc, le machine learning ou apprentissage machine, c'est vraiment une méthode où on donne plein de données à une machine pour apprendre à reconnaître et à détecter des modèles dans des grands ensembles de données. Et ça, ensuite, une fois que c'est entraîné, cette machine, on va pouvoir lui donner de nouvelles données et prendre des décisions automatiquement. Vous allez voir que dans le diabète de type 1, je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure, c'est déjà très utilisé. Ensuite, il y a des termes comme le deep learning qui sont utilisés. Finalement, le deep learning, c'est une sous-partie du machine learning, avec la particularité qu'on utilise des méthodes qui représentent un peu des neurones qu'on peut avoir dans notre cerveau. Et finalement, les modèles d'intelligence artificielle qui sont du deep learning, c'est comme si ça répliquait le fonctionnement de neurones de manière très simplifiée, évidemment. Et donc, on peut faire passer de l'information dans des couches de neurones et ressortir en sortie une décision à partir de toutes les données qu'on lui aura données en entrée. Et puis le dernier de la classe, le petit nouveau, c'est l'IA générative ou Gen AI. Ça, c'est vraiment à la mode ces dernières années parce que ça se développe à une vitesse fulgurante. Vous avez certainement entendu parler de ChatGPT ou des autres modèles, les grands modèles de langage. Finalement, ce sont des modèles qui sont capables de créer du nouveau contenu, comme du texte, des vidéos, des images, à partir d'une énorme base de données qu'on lui a fait apprendre. Et donc, on lui donne des instructions, ce qu'on appelle des prompts, et ça va nous donner en retour du nouveau texte créé, des images ou des vidéos. Donc ça, c'est les termes. Je voulais commencer par redéfinir ce que c'était l'intelligence artificielle. Mais pour démystifier encore plus, parce que tout le monde en parle, je voudrais recycler une citation que j'aime beaucoup, qui a plus de 10 ans, qui a 12 ans maintenant, et qui était très à la mode quand on parlait à l'époque non pas d'intelligence artificielle, mais du big data. Le big data, c'était quand on voulait résoudre tous les problèmes en collectant beaucoup plus de données, comme si en collectant toujours plus, on allait résoudre tous les problèmes de santé ou dans d'autres domaines de recherche. Et finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, j'ai réadapté cette citation, et donc j'ai enlevé le big data et j'ai remplacé par l'IA. Et donc, l'IA, c'est comme le sexe à l'adolescence. Tout le monde en parle, personne ne sait vraiment comment ça marche, tout le monde pense que les autres le font, donc tout le monde prétend le faire, et ceux qui ne parlent pas sont ceux qui l'ont déjà fait, et leur première fois ne s'est pas très bien passée. Donc c'est vraiment ça la philosophie aujourd'hui. Tout le monde parle de l'IA, mais il y a très peu de gens, finalement, quand on creuse,
qui ont vraiment une connaissance approfondie de comment on peut utiliser l'IA à des fins positives comme la recherche médicale. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Dans la recherche en santé ou dans la médecine en général, il y a déjà pas mal de choses qui intègrent de l'IA. On peut faire des diagnostics assistés par l'intelligence artificielle. Vous allez voir un exemple tout à l'heure dans le cadre du diabète. On peut diagnostiquer ce qu'on appelle des rétinopathies, des complications avec des atteintes des nerfs au niveau de l'œil. On peut faire de l'analyse d'images médicales, par exemple quand vous allez faire un IRM ou un scanner, il peut y avoir des algorithmes ou des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire de l'analyse et détecter des problèmes sur ces images. On peut faire de la prédiction de complications, par exemple dans le diabète, prédire les personnes qui ont un haut risque, moyen risque ou faible risque de développer des complications au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau des yeux, par exemple. Ça peut être utilisé dans le suivi à distance, ce qu'on appelle la télémédecine, où on peut utiliser dans le cadre d'une consultation à distance de l'intelligence artificielle pour en tirer des informations pendant la consultation à distance. Et c'est intégré dans de nombreuses technologies qui sont utilisées dans le traitement du diabète de type 1 et de type 2. Et puis enfin, je l'ai mis en gris, la recherche médicale, vous allez voir des exemples ensuite, c'est utilisé à très très grande échelle pour développer le futur de la médecine et de la recherche dans le diabète de type 1. Et puis j'ai mis 3 petits points au niveau du point 7, puisqu'il y a plein de choses dont on n'a même pas idée encore qu'on va pouvoir développer grâce à l'intelligence artificielle. Donc il y a un potentiel énorme qu'on est en train seulement de découvrir. Et donc pour faire simple, il y a 2 grandes catégories aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle. À quoi ça sert? Ça peut faire 2 choses. Ça peut faire ce que l'on fait déjà par des méthodes traditionnelles ou par des humains, mais on peut le faire mieux ou on peut le faire plus rapidement ou de manière plus automatique. Ça permet d'automatiser ou d'accélérer certains procédés, notamment dans une consultation par exemple. Et ça peut faire aussi des choses qu'on ne faisait pas avant. Ça permet d'ouvrir de nouveaux potentiels et je vais là aussi vous en montrer tout à l'heure un exemple. Si on rentre maintenant dans le cadre concret du diabète de type 1, vous avez certainement, lors de vos visites ou de vos contrôles réguliers, fait un fond d'œil pour voir s'il y a des atteintes au niveau de vos nerfs, au niveau des yeux, et vous avez peut-être fait des fonds d'œil qui donnent ce genre d'image. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de détecter de manière automatique, avec 98 ou 99% de précision, s'il y a une rétinopathie sur ce fond d'œil. Donc ça, finalement, c'est une très bonne illustration de choses qu'on faisait déjà avant, puisqu'il y avait des experts avant qui regardaient ces fonds d'œil et qui essayaient de voir s'il y avait une rétinopathie, mais on le fait de manière quasi instantanée et beaucoup plus rapidement et automatiquement aujourd'hui par la machine. Mais on peut aussi faire plein d'autres choses avec ce fond d'œil, des choses qu'on ne faisait pas avant. Il y a des modèles aujourd'hui qui ont été développés de deep learning où on entraîne sur des milliers et des milliers d'images de fond d'œil des modèles d'intelligence artificielle pour savoir si la personne qui est derrière ce fond d'œil va développer des complications au niveau des reins ou des complications cardiovasculaires. Donc on peut faire, grâce à l'intelligence artificielle, à partir d'un contrôle et d'un fond d'œil, on va pouvoir faire plein d'autres choses et évaluer des potentiels risques et donc de la prévention personnalisée à partir de cette approche. Alors, ensuite, lorsqu'on regarde les technologies du diabète, c'est vraiment aussi là un outil où l'intelligence artificielle est partout. Il y a des lecteurs de glycémie en continu, et il y a aussi maintenant les boucles fermées que certains d'entre vous ont peut-être au quotidien, qui sont un couplage entre une pompe à insuline et un lecteur de glycémie. Et il y a un algorithme dans la machine qui prédit les doses d'insuline à administrer de manière très régulière en fonction de l'évolution de la glycémie des personnes qui la portent. Ça, il y a des premiers algorithmes qui existent, mais il y a aussi beaucoup de travaux actuellement qui s'appellent des modèles d'IA par renforcement, on apprend par renforcement, qui va permettre à terme de développer des boucles fermées sans avoir besoin d'annoncer des repas ou sans besoin d'avoir à faire des actions particulières lorsqu'il y a une activité physique qui va démarrer. Et puis à terme, il y aura peut-être des boucles fermées, ce qu'on appellera bi-hormonales, où il y aura à la fois de l'insuline et du glucagon pour faire varier de manière encore plus fine les paramètres pour maintenir la glycémie à l'équilibre. Et donc ces modèles-là, qui sont en train d'être développés en permanence, vont dans les prochaines années être intégrés dans les nouveaux dispositifs de boucle fermée. Et ça va apprendre au quotidien, ça va apprendre votre quotidien à vous, et va s'améliorer au fil du temps. Plus vous allez l'utiliser, plus il va coller à votre quotidien et à vos routines, et va permettre de décharger la charge mentale dont Emmanuel parlait tout à l'heure à la machine, pour passer de l'homme à la machine. Voilà ce qui est en train d'arriver en termes de technologie du diabète. Mais il y a plein d'autres choses qui arrivent.
Et donc, c'est de ça dont je voulais vous parler aussi. La deuxième partie de la présentation, elle est vraiment dédiée non pas à ce qui est disponible aujourd'hui pour la prise en charge du diabète, mais je voulais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle pour développer la médecine de demain dans le diabète de type 1. Alors, pour ça, puisqu'il y a beaucoup de chiffres quand on utilise l'intelligence artificielle, je voudrais quand même remettre les personnes qui sont derrière. Et je voulais vous présenter le LIH, donc le Luxembourg Institute of Health. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas sur les données que la cohorte SFDT1 génère. Donc, toutes les personnes qui sont connectées et puis tous les autres participants, sachez que les données que vous générez et que vous avez la gentillesse de partager dans le cadre de ce projet de recherche clinique sont utilisées par des chercheurs au quotidien. Et donc, le département que j'ai la chance de diriger s'appelle le département de la santé de précision, où on essaye d'intégrer toutes ces données avec des nouvelles méthodes, notamment d'intelligence artificielle, pour faire avancer les connaissances sur le diabète, pour mieux le prendre en charge, mieux le traiter et mieux le prévenir un jour. C'est notamment réalisé dans un des laboratoires que j'ai la chance de diriger dans ce département. Vous avez ici une partie de l'équipe et j'ai entouré en rouge les personnes qui travaillent à plein temps sur les données de la cohorte de l'étude SFDT1. Toutes les personnes que vous voyez entourées sont des chercheuses en doctorat, en post-doctorat ou des vraies chercheuses accomplies seniors qui travaillent en permanence sur les données que vous générez et qui produisent des connaissances, qui publient, qui vont dans des conférences et qui échangent pour mieux comprendre le diabète de type 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait par exemple? Je vais vous donner un exemple qui a été la première publication de l'étude SFDT1, qui a été publiée dans un très bon journal de diabétologie internationale. On s'est intéressé à faire des profils d'équilibre glycémique. Alors, quand vous voyez cette image, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui nous présente? Vous allez voir, c'est très simple, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. On a toujours l'impression, dans la littérature scientifique, on dit que le diabète de type 1 est une maladie assez homogène. Finalement, les patients se ressemblent en termes d'équilibre glycémique. Mais la réalité est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Et grâce aux données que vous avez générées dans la cohorte SFDT1, on a été capable d'utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour montrer qu'il n'y avait pas qu'un diabète de type 1, mais des sous-phénotypes, des profils différents en termes d'équilibre glycémique. On a commencé par la glycémie, puisque c'est évidemment la dimension de la santé qui est le plus important à contrôler dans un diabète de type 1. Et donc, on a généré ce genre d'image que vous avez à droite. Ça peut paraître un peu farfelu, mais finalement, c'est une méthode d'intelligence artificielle qui représente les personnes qui ont un diabète de type 1 sous forme d'arbre. La méthode, elle s'appelle DDR Tree. En anglais, tree, c'est un arbre. Et au milieu, vous avez le tronc, finalement, dans un des 4 graphiques. Vous pouvez regarder n'importe lequel, c'est 4 fois le même. Au milieu, il y a le tronc. Et ensuite, chaque branche représente un profil particulier d'équilibre glycémique. Et vous qui êtes connectés là dans ce webinaire, vous êtes un des points, quelque part, de cet arbre. Et donc, vous êtes représenté sur un des profils glycémiques qu'on a pu identifier. Et la méthode d'intelligence artificielle qui a été utilisée a démontré qu'il y avait 7 sous-phénotypes, 7 profils à l'intérieur de la cohorte SFDT1 qui représentent toute la diversité, l'hétérogénéité des équilibres glycémiques des personnes qui ont un diabète de type 1. Et donc ça, c'est très utile puisqu'on a fait cette publication, donc ça c'est pour la littérature, pour la recherche, mais on a aussi développé un outil, un logiciel que les cliniciens, les diabétologues peuvent utiliser, et ils peuvent rentrer quelques paramètres sur n'importe quelle personne, pas forcément de la cohorte SFDT1, n'importe quelle personne qui vit avec un diabète de type 1 et qui vient en consultation, et cette personne va pouvoir être projetée sur cet arbre et savoir à quelle branche il ou elle appartient. Et ça permet d'améliorer ce qu'on appelle la personnalisation de la prise en charge, être sûr que les traitements, les interventions, la prise en charge qui va être proposée avec la personne qui vit avec un diabète de type 1 correspond vraiment à son profil glycémique. Et donc, on arrive dans ce qu'on appelle la médecine ou la santé de précision. On est de plus en plus fin et on n'a pas d'approche universelle. On essaye de raffiner comment on prend en charge le diabète de type 1. Ça, c'était un premier exemple. Ça a été publié l'an dernier. On était très contents, mais on a évidemment continué pour utiliser d'autres approches d'intelligence artificielle avec toutes les données et toute la richesse de la cohorte SFDT1. On a fait un travail qui est finalement basé sur ce premier travail. On a construit dessus et on a fait plus grand. Plutôt que de se focaliser uniquement sur les profils glycémiques,
On a regardé toutes les données que vous partagez lors d'une visite, notamment la visite d'inclusion. La première fois que vous êtes rentré dans l'étude SFDT1, il y a eu énormément d'informations qui ont été collectées sur votre santé, sur vos paramètres, sur vos caractéristiques individuelles. Et tous ces paramètres-là ont été mis dans un grand modèle d'intelligence artificielle pour développer ce qu'on appelle un jumeau numérique. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Et je voulais vraiment finir par ces travaux, puisque c'est vraiment comme ça qu'on va, à terme, prendre en charge de manière personnalisée les personnes qui vivent avec une maladie, et en particulier un diabète de type 1. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a mis ensemble, finalement, toutes les données sociodémographiques, les données cliniques, vos caractéristiques du diabète, les traitements que vous avez, les complications que certains peuvent déjà avoir, et d'autres biomarqueurs, quand vous avez fait des analyses des prélèvements de sang, par exemple. On a mis tout ça dans des modèles d'intelligence artificielle, et on a refait des arbres, de la même manière que la publication précédente. Et là, vous avez, cette fois-ci, non pas 7 branches, mais 6 branches. Et l'avantage de cette approche, c'est qu'on peut représenter n'importe quelle personne qui vit avec un diabète de type 1. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur de la puissance de cette approche et de la puissance de ce modèle, je vais vous donner un chiffre qui est le nombre de profils, de types de personnes qui vivent avec un diabète de type 1 qu'on peut représenter avec cette approche de jumeaux numériques. Et le chiffre, c'est le suivant. Pour vous rendre un peu compte, c'est très difficile à appréhender. On peut représenter dans ce modèle 6 fois 10 puissance 44, donc 6 avec 44 zéros derrière, profils de personnes différents qui vivent avec un diabète de type 1. Et pour vous donner une comparaison, c'est 1 milliard de fois plus que le nombre de molécules dans les océans sur la planète, donc c'est énorme. Et tout ça, ça n'a été possible que grâce aux données de l'étude SFDT1. Toutes les personnes qui contribuent à cette recherche, en les combinant, vos caractéristiques, votre état de santé, en les mélangeant et en utilisant ces approches d'intelligence artificielle, on est capable de couvrir quasiment une infinité de cas de personnes qui vivent avec un diabète de type 1, et on va pouvoir les représenter dans ces arbres. Et donc ça, encore une fois, on est vraiment dans cette médecine et santé de précision du futur. On va pouvoir hyper personnaliser à terme la prise en charge pour être sûr que les traitements, les interventions que vous allez avoir collent vraiment à votre profil. C'est vraiment ça l'intérêt. Alors, je voudrais conclure maintenant sur le bénéfice de l'utilisation de l'intelligence artificielle et vous dire encore quelques mots sur les directions qu'on est en train de prendre en termes de recherche. Aujourd'hui, une personne qui vit avec un diabète de type 1, il vit dans un certain environnement social, démographique, il a certaines caractéristiques, certaines expositions, il est exposé à des polluants, il y a des problèmes de santé autres que le diabète de type 1. Bref, tout le monde est unique et donc il faut une approche holistique. On veut avoir une vue à 360 degrés des individus, des personnes qui vivent avec un diabète de type 1, pour mieux les comprendre et ensuite pour mieux les prendre en charge. Un point important aussi, c'est que de plus en plus, on s'intéresse à la relation entre la santé physique et la santé mentale, puisqu'il y a une relation très forte entre les deux, évidente. Et dans le diabète de type 1, c'était un peu sous-étudié jusqu'à présent. Aujourd'hui, on essaye de plus en plus de prendre en compte la santé mentale et aussi la santé perçue par les personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Emmanuel le disait tout à l'heure, les questionnaires que vous nous partagez régulièrement pour ceux qui le font tous les mois, c'est vraiment une mine d'or qui nous sert énormément pour comprendre la perception de la maladie, pour aller bien au-delà que de l'équilibre glycémique, par exemple. Et donc, à l'avenir, ce vers quoi on se dirige en termes d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle multimodale. Multimodale, ça veut dire plusieurs modes. On veut combiner différentes dimensions de toutes les personnes qui vivent avec un diabète de type 1, les données environnementales, sociodémographiques, la génétique, les paramètres cliniques, les technologies du diabète, même des choses comme votre voix. Dans mon laboratoire, on travaille beaucoup sur l'analyse de la voix des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 pour essayer de comprendre comment on peut utiliser cet outil, cette information issue de votre voix comme une manière de mieux suivre et mieux prendre en charge votre maladie. Et donc l'idée, c'est de combiner toutes ces données à terme avec des méthodes d'intelligence artificielle pour avoir cette approche à 360 degrés et cette hyper-personnalisation. Alors, tout ça, c'était les côtés très positifs de l'intelligence artificielle, mais il faut évidemment mettre en regard les risques ou les challenges qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc, je voulais alerter aussi sur ces dimensions-là. Quand on a une intelligence artificielle, finalement, l'IA en elle-même, c'est un outil comme un autre. Il y avait la calculatrice, il y avait les ordinateurs, là, on a l'IA aujourd'hui. C'est rien de plus que ça. L'important, c'est la qualité des données qui sont utilisées
pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Tout le challenge est de collecter des données de qualité. Et c'est pour ça qu'SFDT1 est particulièrement intéressant, et c'est pour ça qu'on est très fiers et heureux de travailler avec toutes ces personnes qui contribuent dans cette cohorte, puisque en les mettant ensemble, les données sont à la fois très riches en termes de volume, mais aussi très riches en termes de qualité. On a beaucoup de données sur lesquelles on peut entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle l'explicabilité des modèles d'intelligence artificielle. Quand on a un modèle qui donne une réponse, qui va vous placer sur l'arbre que je vous ai présenté tout à l'heure, ou qui va vous donner une prédiction de glycémie, il faut avoir confiance dans ce résultat. Et on ne peut avoir confiance que si les personnes qui utilisent la technologie et les professionnels de santé comprennent comment ça fonctionne. Donc il faut qu'on ouvre la boîte noire, qu'on comprenne comment ça marche, pour qu'on ait confiance dans la technologie et qu'on puisse l'utiliser correctement de manière sûre. Et enfin, ce qui est important aussi pour nous, c'est d'éviter de reproduire des erreurs du passé. Il pouvait y avoir dans la médecine historique un peu de paternalisme des professionnels de santé par rapport aux patients. La prise en compte de la perspective des patients est fondamentale pour faire des modèles d'intelligence artificielle qui ne sont pas biaisés et qui transmettent vraiment les perspectives des patients et comment les personnes vivent et ressentent une maladie comme le diabète de type 1. Donc tout ça, c'est des travaux sur lesquels on travaille régulièrement. On essaye d'améliorer la situation à partir de ces grands volumes de données et de la cohorte SFDT. Et donc j'espère avec cette présentation vous avoir convaincu qu'on est vraiment dans cette mouvance. Ça va prendre du temps évidemment, hein. C'est des choses qui, en termes de recherche, c'est des années de travail. On est en train de passer petit à petit, progressivement, d'une approche de prêt-à-porter où toutes les personnes qui avaient un diabète de type 1 avaient des traitements similaires et des approches similaires, à quelque chose qui va être de plus en plus ressembler à un costume sur mesure, qui va être adapté au profil de tout un chacun pour qu'on ait la meilleure intervention, le meilleur traitement pour la bonne personne au bon moment. C'est vraiment ça l'intérêt, et l'IA est encore une fois un outil qui permet d'arriver à cet objectif. Et pour terminer cette présentation, je voudrais adresser quelques remerciements, et en particulier à vous qui êtes connectés aujourd'hui, les participants SFDT1. En tant que chercheurs non cliniciens, on n'a pas l'occasion d'être en interaction avec vous, notamment dans les visites que vous faites dans le cadre de l'étude SFDT1. Mais les données que vous générez au quotidien, c'est vraiment pour nous une mine d'or, et je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre contribution à cette recherche, puisque c'est vraiment un travail d'équipe entre les cliniciens, les diabétologues, les chercheurs et les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 qu'on fait vraiment avancer les connaissances sur cette pathologie. Et enfin, la grosse machinerie qui est SFDT1, ça coûte de l'argent, c'est très lourd à mettre en place et sur de nombreuses années. Donc merci aussi à tous les sponsors, les soutiens qui font que cette recherche soit possible. Et je voudrais terminer aussi par remercier toute mon équipe, le laboratoire qui s'appelle DDP en petit, c'est son acronyme, pour tout le travail et toutes les personnes qui font un travail incroyable au quotidien en utilisant les données de la cohorte SFDT1. Merci beaucoup et je suis prêt à répondre à quelques questions. Guy, c'était génial, merci beaucoup. Alors du coup, il y a le chat, il y avait beaucoup de questions. Je vais commencer par certaines. En fait, si tu veux nous remontrer un arbre, Oui, peut-être le on peut dernier, là, remonter. qui est tout nouveau. Oui. Les participants, ils disent, bah, moi, si je suis un point, parce que tu peux peut-être réexpliquer. Oui. Voilà, c'est un point. Alors, à quoi ça sert? En quoi un jumeau numérique, ça peut être utile finalement? Est-ce que ça peut m'aider dans mon traitement? Il y a quelqu'un qui suggérait, est-ce que Oui. ça peut m'aider à choisir mon insuline? Des choses extrêmement Oui. pratiques. Est-ce que Oui. tu peux raconter un peu des choses comme ça? En quoi ça peut être utile finalement? Bien sûr, merci pour la question. C'est une très bonne question. À quoi ça va servir un jumeau numérique à l'avenir? Il faut comprendre une chose. Déjà, c'est que c'est un outil à l'état de recherche pour l'instant. On ne peut pas l'intégrer dans la pratique courante ou dans les visites pour l'instant. C'est un outil de recherche. Mais bientôt, dans quelques années, on va pouvoir avoir des modèles de jumeaux numériques qui vont être intégrés dans les visites cliniques régulières de suivi que vous pouvez avoir. Une personne qui est représentée sur cet arbre, on va pouvoir la projeter et en fait, on va pouvoir calculer ses risques d'avoir des complications ou sa trajectoire de santé, puisqu'on aura des données qui évoluent dans le temps, notamment dans la cohorte SFDT1. On va pouvoir utiliser ce jumeau numérique pour prédire pour cette personne-là ce qui risque de lui arriver si rien ne change. Et donc, il y a des personnes pour qui la trajectoire de santé va être plutôt bonne, et donc on gardera le traitement qui est actuel. Et si jamais on détecte des risques de développer certaines complications ou certains problèmes de santé,
alors l'objectif, c'est faire de la prévention personnalisée et on va pouvoir changer le traitement éventuellement ou adapter certaines choses sur le mode de vie ou des caractéristiques propres à cette personne. Et ça va changer la trajectoire de santé, ça va réduire les risques de faire des complications et on va avoir de la prévention personnalisée pour la personne en particulier. Si je prends un exemple, Guy, Hmm. mettons, on est sur un point tout en haut vous voyez les arbres, tout le monde. Donc, il y a la branche supérieure avec Hmm. plein de points, plein de personnes Hmm. qui sont sur le point supérieur. Donc, toi, tu dirais, peut-être qu'on va déterminer que ces personnes qui sont dans ce groupe, ils sont protégés de faire un problème cardiaque dans le futur, Mhm. puisqu'on va faire des groupes et on va essayer de voir Hmm. qu'est-ce qui va devenir chez eux. Et du coup, on pourrait imaginer, je vous donne un exemple un peu comme ça, puisqu'il y a un truc qui s'appelle smoking, c'est le quatrième. Donc, mettons, si on dit à une personne, si vous arrêtez de fumer, vous allez passer de ces points-là à ce groupe de points-là, et votre risque va être réduit. C'est bien de ça dont tu parles, Guy, par exemple? Exactement. Merci Emmanuel. C'est un exemple Ok. très concret et très juste. Les jumeaux numériques, il faut savoir que ça vient du monde de l'industrie. Par exemple, on fait des jumeaux numériques de moteurs d'avions. Ça permet de faire des simulations. On teste plein de scénarios, de scénarii, et on regarde comment la pièce se comporte. Ça, c'est dans l'industrie. Et on a transposé cette approche dans le domaine de la santé pour faire des simulations. Et donc, ce qu'Emmanuel vient de dire comme exemple, c'est très bien. Imaginons qu'on arrête de fumer. Comment mon point qui me représente va bouger dans l'arbre et comment mes risques de développer des futures complications du cœur, des reins ou des yeux, par exemple, va changer. Et donc ça prend vraiment en compte toutes vos caractéristiques pour être sûr que la trajectoire de santé que vous avez va être la meilleure possible finalement. Euh, Euh, je- euh, ouais, ouais, JP, je ouais. voulais d'abord me joindre à Emmanuel et à tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'éloges hein, sur le travail des chercheurs. Et merci beaucoup et pour la clarté aussi de l'exposé qui était vraiment fantastique. Il y a beaucoup de questions des panélistes, des participants ici qui me semblent très intéressantes. Par exemple, une question de Hervé qui demande la question de la responsabilité. Mhm. Qui sera responsable s'il se passe quelque chose? Alors ça, c'est une très bonne question qui est une question qui revient quasiment à chaque fois que je présente quelque chose sur l'intelligence artificielle, mais elle est légitime. Vous avez des règlements en Europe notamment qui régissent comment l'intelligence artificielle doit être utilisée. Ça s'appelle en anglais, c'est le AI Act, c'est à l'échelle européenne. Il y a il y a des recommandations et des règles qui régissent tout ça. De manière très simplifiée, on peut imaginer dans quelques années, quand l'intelligence artificielle va vraiment venir dans la décision médicale, il y aura certainement des responsabilités partagées. Il y a, pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre, ça sera toujours le médecin qui va utiliser ces outils, qui va avoir le dernier mot et qui aura la responsabilité médicale. Quand il va prendre une certaine décision avec une personne qui vit avec un diabète de type 1, c'est le médecin qui sera responsable. Mais de plus en plus, il y aura des diagnostics qui vont être aidés par l'intelligence artificielle et donc la responsabilité, elle va être euh, dispersée entre le médecin qui utilise l'outil, mais aussi le fournisseur qui développe l'outil, l'intelligence artificielle, l'algorithme ou le logiciel qui va être utilisé. Les développeurs vont devoir montrer patte blanche et montrer que ça marche et montrer des garanties très importantes pour justement avoir la confiance dont je parlais en conclusion, pour utiliser de manière sûre les outils qui intègrent l'intelligence artificielle. Et puis il y aura aussi des responsabilités en termes d'institutions. Par exemple, un hôpital pourra être tenu responsable d'utiliser un outil si jamais il y a des erreurs médicales. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, il y a plein de garde-fous avant qu'une technologie arrive dans les mains soit des personnes qui ont une pathologie comme le diabète de type 1, soit des médecins. Il y a des preuves à démontrer pour que lorsque c'est utilisé en routine, ce soit le plus sûr possible. Je vais peut-être donner un petit exemple parce que c'était l'exemple qui était proposé par Hervé, c'est-à-dire quand tu as une boucle semi-fermée, Mm. l'algorithme dit il faut rajouter de l'insuline et si je fais une hypoglycémie grave, qui Mm. est-ce qui est responsable finalement? Donc effectivement, c'est toujours un problème. Donc Mm. tous les systèmes hein, sont testés chez des personnes qui vivent avec un diabète. Nous, on accompagne bien sûr parce qu'il y a une formation autour. Pour l'instant, les personnes qui utilisent les boucles semi-fermées,
On les enseigne à calculer leurs glucides, à essayer de bien annoncer combien ils mangent de glucides pour que l'algorithme donne une dose qui est correcte et pas trop, etc. Et effectivement, il y a toujours des risques, mais comme avant, quand la personne faisait son injection d'insuline seule finalement. Mais globalement, quand même, l'équilibre glycémique est vraiment beaucoup amélioré et il y a moins d'hypoglycémie. Donc là, il n'y a eu que des progrès et donc c'est très, très positif. Jean-Pierre, tu veux passer à une autre question? Oui, oui, il y a plein de questions Ouais, ouais. intéressantes. Alors, il y a le temps que je vois leur tourner et il faut choisir. C'est très difficile parce que, messieurs, dames, vous posez des questions vraiment passionnantes et je m'excuse si on en loupe quelques-unes. Il y en a une qui est très concrète, hein. Existe-t-il des applications par intelligence artificielle pour l'exemple, pour le calcul des glucides en prenant en photo son assiette? Alors oui, il y en a de plus en plus qui sont en développement. C'est vraiment un outil qui permettrait vraiment de faciliter la vie au quotidien pour le comptage des glucides. Il faut savoir malheureusement qu'il y a encore des erreurs dans ces modèles d'intelligence artificielle. Et je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque vous avez une belle assiette où les aliments sont bien répartis et bien séparés, l'intelligence artificielle arrive plutôt bien à estimer les quantités, les volumes et donc les quantités de glucides. Le problème, c'est que lorsque vous avez un plat qui est complètement mélangé, je sais pas moi, un chili con carne par exemple, ça va être très difficile, même par une machine qui est très bien entraînée, d'estimer correctement les volumes, les quantités et donc les glucides. Il y a plein de travaux de recherche qui sont en cours sur cette approche-là. Donc on espère qu'avec le temps et avec l'augmentation des données, les modèles seront de plus en plus performants. Mais il y aura toujours, à mon avis, une petite difficulté au niveau des repas complexes. Alors, j'ai une question, je tiens à la remonter parce que c'est de Julien, que je reconnais bien et que je salue au passage, hein, et qui me dit, qui pose une question, et je reconnais bien la pertinence de Julien, qui dit, est-ce que ces modèles d'intelligence artificielle seront capables de simuler, par exemple, une nouvelle insuline, les effets d'un nouveau traitement, une nouvelle insulinothérapie, par exemple? Alors, ce modèle en particulier de jumeau numérique, il est à l'échelle d'une personne. Donc ça permet plutôt de modéliser des trajectoires de santé d'individus. Mais il y a d'autres méthodes de jumeaux numériques avec de l'intelligence artificielle qui modélisent des systèmes, des organes par exemple, et donc on peut imaginer simuler des nouvelles insulines et voir comment ça se comporte dans un jumeau numérique qui représente par exemple votre système interne et votre évolution de glycémie, le rôle du pancréas, etc. Donc, ce n'est pas ce modèle que je viens de vous présenter, mais il y a des approches très similaires qui s'appellent aussi des jumeaux numériques, qui sont faits à l'échelle d'un organe ou à l'échelle d'un système. Et là, on peut faire tout un tas de simulations comme ce qui a été décrit par Julien. Manu? Guy, il y a eu un peu des questions parce que finalement, là, on est sur du traitement du diabète de type 1 Oui. et on a déjà fait des webinaires sur ça qui étaient plutôt sur la guérison. Mhm. Et il y avait des questions sur finalement, mais beaucoup d'argent sur ça, probablement. Mais est-ce que ça va pas enlever de l'argent sur la recherche, sur la guérison, sur la thérapie génique, etc. Alors, c'est le fonctionnement des financements de projets de recherche, finalement, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Nous, ce qu'on essaye de faire, avec les données de la cohorte, c'est de mieux comprendre ce qu'est le diabète de type 1 et comment le diabète de type 1 peut engendrer certaines complications en particulier. Mais ce qu'on veut avec ces approches, c'est développer les connaissances autour du diabète de type 1. Et plus on va développer des connaissances sur le diabète de type 1 lui-même, mieux on va le comprendre, mieux on va pouvoir ensuite soit le guérir ou le prévenir. Donc, ce n'est pas complètement indépendant. Donc, tout ce qu'on développe là, qui va aider, on l'espère, à terme, les gens qui ont vraiment un diabète de type 1, ça va aussi, par effet indirect, contribuer aux connaissances et, à terme, on l'espère, à la prévention du diabète de type 1 ou même la guérison. Bon, de toute façon, l'IA, l'intelligence artificielle, est utilisée dans tout, et aussi pour entraîner des modèles, pour conserver les cellules qui seraient greffées, etc. Donc, vraiment, c'est des outils qui permettent d'avancer la recherche bien plus rapidement. Je pense que c'est utile dans tous les pans en fait de la recherche, que ce soit la prévention ou même dans la prise en compte du diabète quand il existe.
Jean-Pierre, tu voulais reposer encore une question? Oui, non, juste remonter quand même des commentaires qui font chaud au cœur. Bravo, c'est très éclairant, porteur d'espoir. Merci beaucoup à toute votre équipe. Donc Guy, c'est à remonter à toute l'équipe et c'est bien mérité. Je le ferai avec grand plaisir. Donc, mais Merci. il y a énormément de messages et merci de ces remontées parce que en fait, les chercheurs, ils travaillent, ils voient pas les patients. Et donc, vos remontées, elles sont très précieuses pour encourager à continuer. Vraiment, c'est important. Il y a une question qui me semble intéressante, complexe. Alors j'essaye de la retrouver, mais je l'ai notée sur mon petit post-it. Euh, il y a quelqu'un qui pose la question de la causalité. C'est-à-dire qu'il dit, et je trouve que c'est. Alors il faut Oui. l'expliquer bien la question, parce qu'Mmh. elle est complexe. Mais c'est qu'on trouve effectivement des associations de caractéristiques qui définissent un patient parmi les millions de patients possibles. Mais il dit, s'il n'y a pas de causalité, est-ce que c'est pertinent? Enfin, c'est un peu la question. Je m'excuse pour la personne qui l'a écrite, parce qu'elle l'a écrite probablement mieux que je ne l'exprime. Mais je crois que peut-être tu pourras approcher une réponse. Je vais essayer de la Mm. reformuler effectivement, mais la question de la causalité, elle est fondamentale puisque Mm. lorsqu'on a décrit la situation et qu'on veut l'améliorer, il faut savoir où taper et quoi changer pour que ça améliore la situation. Donc les jumeaux numériques servent à ça. Ça sert à mettre en regard toutes les données qui existent pour caractériser une personne qui est avec un diabète de type 1, mais ce sont que des corrélations. Et donc on est capable de faire différents scénarios, des simulations possibles de personnes. L'enjeu ensuite, c'est d'intégrer ça dans, par exemple, des essais cliniques. On va pouvoir développer des essais cliniques, on va tester un nouveau traitement ou une nouvelle modalité de prise en charge en fonction des résultats du jumeau numérique. Donc le jumeau numérique, il faut le voir comme un outil qui va permettre de comprendre quel profil on a en face de nous en termes de personnes qui vivent avec un diabète de type 1 et adapter la thérapeutique ou adapter le traitement. Les, les choses importantes aussi pour la causalité, c'est de regarder l'évolution dans le temps. Pour l'instant, le jumeau numérique que vous voyez à l'écran, c'est uniquement les données de l'inclusion, de votre première visite quand vous êtes entré dans l'aventure SFDT1. On va reproduire régulièrement cette approche pour voir comment les personnes changent de branche au fil du temps, mais aussi comment ce modèle de jumeau numérique va évoluer avec le temps. Et ça, cette dimension temporelle, ça va nous donner énormément d'informations sur les variables qui sont importantes, les facteurs qui sont très importants et qui sont certainement causaux dans la prise en charge du diabète et ce sur quoi on va pouvoir intervenir. Et à nouveau, l'exemple qu'on disait tout à l'heure, je suis sur une branche avec, en changeant des choses, je vais peut-être changer de branche, ça va me Mm. protéger, etc. Oui. Et donc, ça sera des outils aussi pour nous, les cliniciens, pour discuter avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on privilégie de changer? On ne peut pas tout changer. On sait bien que c'est terrible le diabète, hein, il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'on va privilégier pendant les mois qui viennent l'équilibre du diabète ou éviter les hypos, ou c'est la tension qu'il faut qu'on baisse, ou c'est arrêter de fumer, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Il y a plein d'aspects comme ça qui vont pouvoir nous aider à vous prendre mieux en charge et encore une fois une prise en charge complètement personnalisée même, et voir comment vous changez de groupe entre guillemets après. Alors, justement, pour rentrer dans le concret, alors nos participants sont évidemment impatients parce que vraiment, on a été alléchés par toutes ces promesses. Il y a Karine qui dit dommage, Monsieur Fagueradzi nous demande encore de la patience. Et il y a Alex François qui dit mais combien d'années avez-vous besoin encore pour que Mm. l'outil soit vraiment mis à la disposition des médecins Mm. et des Mm. patients pour améliorer leur suivi? C'est vrai qu'on est tous impatients de Mhm. voir ça dans les mains des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 et les professionnels de santé le plus rapidement possible. Mais il y a des étapes qu'il ne faut pas négliger pour que ce soit validé et que ce soit sûr, une fois que c'est déployé dans les hôpitaux, par exemple, que ce soit le plus sûr possible, que ça fasse le moins d'erreurs possible. Et donc, toutes ces étapes-là, malheureusement, elles prennent du temps parce qu'il faut collecter des données, il faut faire de la validation, il faut publier, il faut aller regarder comment ça marche dans d'autres populations, par exemple, que SFDT1, pour voir si c'est stable. Donc, toutes ces étapes-là, qu'on ne peut pas négliger, elles prennent du temps. Donc, là, on parle de quelques années avant d'imaginer des essais cliniques où on pourrait utiliser ces technologies. Mais c'est le cas de la recherche en général. La recherche médicale, ça avance à des temps géologiques, on dit en général. Ça prend énormément de temps, mais on veut être sûr que lorsque on utilise et qu'on déploie un outil, il soit le plus sûr possible. Merci Et en beaucoup. fait, Et pardon, ouais, juste vas-y, peut-être Manu. pour Oui, ouais, vas-y. rebondir, c'est pour ça que l'étude SFDT1
il y a un suivi. C'est-à-dire, il y a des visites tous les 3 ans. Et c'est ça qui est important. C'est parce que finalement, si vous êtes dans une des branches, là, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, on va essayer de déterminer, quand on est dans une branche, qu'est-ce qui se passe dans 3 ans? Est-ce que finalement, on est protégé ou pas de faire des problèmes cardiaques, de faire des problèmes au niveau des reins, de faire des problèmes au niveau des yeux, etc. Donc, c'est vraiment des bonnes choses et c'est comme ça qu'on va faire avancer encore plus le modèle, essayer de mieux prédire ce qui va se passer derrière avec un jumeau numérique, c'est-à-dire que moi, je suis dans cette situation, mais mon jumeau, s'il arrête de fumer, je suis désolé, j'ai repris encore cet exemple, qu'est-ce qui se passe pour les 3 ans futurs? En quoi ça va me protéger ou pas? Voilà. Je pense qu'on va arrêter là sur toute cette discussion. Bah voilà, donc merci pour tous vos encouragements. Merci Guy d'avoir partagé ces données qui sont complètement, qui viennent de sortir du four, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est Merci. super. Et puis Mathilde, je crois que tu reprends la main. On a une petite question à poser à tous nos Oui, il y avait participants. une dernière question. Donc en fait, bah, vous voyez, à chaque fois, on essaye de trouver des nouveaux thèmes. On vous interroge d'ailleurs sur ça. Et on avait eu quelques thèmes qui avaient déjà été proposés. Donc à chaque fois, on ajuste, etc. On trouve bien sûr le meilleur orateur pour vous donner des réponses. Et on vous propose là de voter sur un thème sur la prochaine fois. Vous savez qu'on en fait 3 par an en général. Donc de toute façon, on reviendra avec de nouveaux thèmes. Vous pouvez dans le chat proposer des nouveaux thèmes, mais les 4 qu'on avait identifiés lors des dernières sessions et qu'on vous propose, ça serait vie quotidienne et diabète. Alors là, on est vraiment sur la vie de tous les jours, autour du stress. On peut parler du sommeil, bien sûr de l'alimentation. On a vu toutes les questions sur l'alimentation aujourd'hui. On peut aussi faire un thème sur est-ce qu'avoir un diabète de type 1 quand on est une femme, c'est différent quand on est un homme. Et j'ai vu plusieurs remarques sur l'influence des cycles menstruels sur l'équilibre du diabète. On peut aussi faire quelque chose sur les complications du diabète. Vous savez que quand le taux de sucre il reste élevé et il y a plein d'autres facteurs qui y participent, ça peut abîmer les organes. Donc on pourrait vous parler des nerfs, on pourrait vous parler des yeux. Et puis aussi à diabète de type 1, santé mentale par exemple. Donc voilà, c'est très ouvert. Et puis bah, on vous laisse mettre aussi dans le chat d'autres propositions si vous voulez. Alors on y va. Alors il y a 2 sujets qui ressortent. Il y en a un qui gagne sur l'autre, mais bon, c'est encore une fois très ouvert. Donc, ce qui vous intéresse en particulier, c'est stress, sommeil et alimentation. C'est vraiment la vie de tous les jours. Il y a aussi les complications du diabète. Donc, la première qu'on avait faite, c'était autour du cœur et des vaisseaux. C'était il y a 3 ans ou 4 ans même. Donc là, on pourrait vous parler des yeux, des nerfs, c'est très intéressant. Et puis après, il y a la santé mentale qui vous intéresse aussi. Et sur homme versus femme, il y a 10% de vous qui ont voté aussi pour ce thème. Voilà. Et on va noter bien sûr dans le chat tout ce que vous proposez en plus. Juste une petite phrase de conclusion pour vous dire que c'est à nouveau un énorme plaisir d'avoir été avec vous ce soir. Je remercie à nouveau Guy pour son travail fantastique qu'il fait pour SFDT1 parce que on a votre participation qui est précieuse. On a les collègues, Emmanuel, tous les médecins en France qui travaillent. On a le travail au quotidien de l'équipe, de Mathilde, de Laura, mais on a aussi les chercheurs sans qui on pourrait vraiment pas avoir de résultats. Donc c'est vraiment un travail très collectif. C'est une aventure vraiment merveilleuse. Et en particulier grâce à vous, messieurs, dames. Et j'en profite pour vous dire, vous voyez ici que les informations que vous nous fournissez tous les mois sont extraordinairement précieuses pour alimenter ces innovations, ces nouveautés. Donc, continuez à répondre aux questionnaires mensuels. Ceux qui n'ont pas accès à ces questionnaires, demandez à vos médecins pour qu'ils vous réinscrivent et donc vous pourrez à nouveau les recevoir. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup pour votre participation. Juste encore un petit point, vous pouvez bien sûr aller sur le site sfdt1.fr. Donc les webinaires sont dessus, les anciens, parce qu'il y a eu encore des questions sur ça. Donc on avait fait des webinaires sur beaucoup de thèmes, dont le sport, dont les boucles semi-fermées, la thérapie génique, etc. Donc plein de choses avec beaucoup de nouveautés. Donc vous pouvez en profiter et y retourner. Comme on vous a dit, là bientôt on va mettre en ligne
des petits résumés des études qui ont été publiées à partir des données des CFDT1. Donc, vous allez voir qu'il y a énormément de sujets aussi qui ont été explorés. Ça va des problèmes musculo-squelettiques, donc des muscles et du squelette articulaire, à le contrôle de la tension, des lipides dans le diabète, au fardeau du diabète, au risque d'hypoglycémie, etc. Donc, il y a vraiment plein de sujets. Et donc, vous pourrez profiter de ces résultats de façon, bien sûr, adaptée, on l'espère, le plus possible pour un public qui n'est pas médecin, évidemment. Donc voilà. Donc merci à tous et merci encore à Mathilde pour l'organisation, à Hervé aussi et Sanoya qui permet de collecter les données et qui travaille avec SFDT1 et Avec toute grand l'équipe plaisir. derrière que vous voyez et bien sûr à Guy qui est notre super orateur de la session. À très bientôt à tous.